Salut, c'est Cindy Bruna et vous êtes sur Click and Chill. Comment ça va, Cindy? Ça va très bien et toi? Ça va. Je reprécise qui tu es. Ouais, Tu as 26 ans, tu es top modèle, tu as un visage et une silhouette qu'on a tous vu à un moment ou à un autre, que ce soit dans un magazine, dans un défilé, dans une pub. Et ce qui est compliqué pour nous quand on reçoit des gens de la mode, c'est que CSA oblige, on n'a pas le droit de citer une marque, à moins d'en citer 3. Mais ce qui est pratique avec toi, c'est que tu as travaillé avec tellement de maisons qu'on est largement au-dessus des 3. Je vais en citer quelques-uns, mais je vais en oublier. Il y a Balmain, Jean-Paul Gaultier, Jacquemus, Elisab, Chanel, Calvin Klein, Azzedine Alaïa, Victoria's Secret, Etam, Ralph Lauren, et là j'en oublie des dizaines. Est-ce que toi tu comptes encore? Pas vraiment, non, mais je me souviens de chaque moment, vraiment, parce que c'est toujours différent, c'est unique, et donc c'est toujours des très très bons moments que je garde. J'ai dit que tu étais top modèle, mais est-ce que c'est le bon mot? Comment tu définirais ton métier? C'est bizarre de se définir soi-même, en fait. Oui, on me dit que je suis top modèle. Après, moi, est-ce que j'ai ce recul et cette vision de moi-même? Pour moi, je suis juste Cindy. Je me vois encore dans le sud de la France. Je vois mes débuts, je vois mes moments aussi où ça a été compliqué. Je vois tout, mais aussi ma réussite et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression que je suis encore au début, en fait. J'ai quand même... ça fait 7 ans de carrière, mais j'ai l'impression d'être encore au début et d'avoir encore plein de choses à accomplir. Donc voilà, c'est comme ça que je me vois. On va parler de ces 7 ans, on va parler de ta jeunesse, de ta famille, de New York, d'Auxerre, de Paris, de tes engagements, de foot, et on va te faire tout ça en musique. Et justement, j'ai une question. Elle a quelle place, la musique, dans ta vie? Ça me met dans une bonne énergie. Je veux dire, je me réveille, je mets de la musique, ça me transporte, en fait. Et je pense que aussi, les musiques que j'écoute, elles dépendent aussi de l'état d'esprit et de l'humeur dans laquelle je me trouve. Donc, ouais, c'est tout en mélodie, quoi. Toi, justement, tu vas faire un truc un peu différent que je crois que jamais personne n'a fait dans cette émission. Un truc très classe, il faut le dire. C'est une playlist oui. où tous les gens qui sont dedans, tu les as rencontrés au moins une fois dans ta vie. Et dedans, il y a, entre autres, Mick Jagger, Rihanna, Charles Aznavour, et j'en passe. Ouais. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, je pensais pas les rencontrer, ces célébrités-là et ces stars. Et j'ai mon métier, la vie a fait que je les ai un jour rencontrés et que je me suis retrouvée dans des événements, que ce soit avec tous, en fait. Bizarrement, j'ai une histoire avec chacune de ces personnes-là. On va raconter ces histoires au fur et à mesure. Ok, ça marche. Et justement, on va refaire un peu le fil de ta vie. Ouais. On va commencer en remontant 20 ans plus tôt. Tu es né dans les années 90. Tu as grandi dans le Var. Ton père est italien, si je ne dis pas de bêtises. Ta mère est congolaise. Ouais. Ce qui nous amène à un premier artiste que tu as choisi, sans doute un des Congolais les plus connus au monde, en tout cas en France. C'est Fally Ipupa, et le titre, c'est Eloko. Comme tu n'as choisi que des titres de gens que tu as rencontrés au moins une fois dans ta vie, je l'ai dit, je vais te poser systématiquement la même question un peu relou. Dis-moi. Alors, il est sympa, Fally Ipupa? Oui, très. Je l'ai rencontré bizarrement à New York. J'ai été invitée à un de ses concerts à l'Apollo, donc c'est déjà un endroit qui est assez iconique. C'est un théâtre mythique de New York. Quoi. Complètement. Et je me suis retrouvée sur scène en plus parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a appelée en plein milieu du concert, donc j'ai fini par être sur scène avec lui et à danser. C'était assez marrant. Et c'est un très très bon souvenir et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et forcément, je l'ai je l'ai revu après ça. Mais ouais, non, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Est-ce que tu le connaissais avant d'arriver en concert ou pas? Je l'ai écouté, moi, toute ma jeunesse. Enfin, je veux dire, avec mes cousines. D'ailleurs, je pense que toute ma famille est devenue un peu ouf quand ils ont vu les vidéos et le fait que je l'ai rencontré. Mais oui, j'ai grandi avec, dans la musique, dans la voiture, avec ma mère. Et puis, ouais, toute ma jeunesse, vraiment. Justement, tu parles de ta mère. Ta mère aussi est congolaise. Oui. Qu'est-ce que, de ses racines, de sa culture, elle t'a transmis? Tout. Je veux dire, j'ai grandi... avec ses valeurs, avec la musique, avec la nourriture, avec les valeurs du partage, de la famille, du respect, enfin vraiment tout, j'ai envie de dire. Ouais, elle m'a tout transmis et c'est ce que je garde et c'est ce qui fait ma personne aujourd'hui.
Est-ce que tu parles un peu le lingala? Même pas, non. Ça c'est le truc qu'elle m'a pas transmis. Non, elle m'a jamais appris. Elle me parlait pas lingala à la maison. Et c'est vrai que du côté de ma famille, on parle aussi le lari. Et pour Noël, il me semble qu'une de mes cousines va m'offrir il y a un livre, de traduction et pour apprendre un petit peu. Et donc, je vais un peu m'y mettre. Bravo. Ta mère est congolaise, ton Oui. père est italien. De sa culture à lui aussi, tu as gardé des choses? Beaucoup, oui. Mon père, il habite dans les montagnes. Il est parti vivre 6 ans au Congo. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. En fait, ils se sont rencontrés au Congo. Ma sœur est née au Congo. Et ce que je garde de mon père, ouais, c'est un peu tout aussi. Mais c'est beaucoup sur la montagne. Il a été berger. On a grandi dans une ferme. On avait beaucoup d'animaux. Donc, j'ai des très, très bons souvenirs comme ça, mais vraiment rattachés à la nature. Il a été apiculteur. Enfin, ouais, c'est vraiment tout ça. Oh, c'est émouvant de voir les photos. Est-ce que tu sais de quoi elle parle, cette chanson, Eloko? Non, du tout, dis-moi. Si j'en crois le site Genius, parce que j'avoue, je ne parle allé pas voir. lingala, c'est une chanson où il explique les voyages qu'il a pu faire et la vie qu'il a pu mener grâce à son métier. D'accord. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on va parler. Et je voudrais commencer par là. Toi, quand tu étais jeune, à quel moment tu as compris que le mannequinat, ça allait devoir être une option que tu devais considérer sérieusement? C'est bizarre parce que j'ai jamais... je me voyais pas faire mannequin, moi. Je savais même pas que c'était un métier. Je me rendais pas du tout compte. J'étais dans le sud de la France, très loin de la mode aussi, en quelque sorte. Et je voulais être expert comptable. Je me voyais faire des études. J'étais bonne à l'école. Ouais, expert comptable. J'étais très bonne en chiffres. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais ouais, j'adorais ça. Et du coup, ouais, non, je me voyais aller dans une autre voie et avoir une autre vie. Et au final, ouais, c'est vraiment cette rencontre avec mon agent Dominique Savry qui a tout changé et qui m'a fait partir en fait à Paris. Et puis le fait de rencontrer cette dame il y a 10 ans maintenant, donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, qui a cru en moi en fait et qui m'a dit non mais tu peux vraiment faire ce métier, viens à Paris. J'en ai parlé à ma mère après. Au début, elle n'était pas trop pour. Elle s'est dit pourquoi pas. Finalement, elle avait confiance en moi, donc elle est venue avec moi. On a rencontré l'agence. Ça s'est fait vraiment comme ça. Ça a été nos débuts, cette rencontre, ce premier voyage à Paris, la rencontre avec toute l'agence et les premiers castings en fait au final. Et je m'y connaissais pas du tout. Je dirais même pas que j'étais bonne en final. Et j'ai appris vraiment sur le tas. J'étais un peu timide. Je me souviens avoir pris des cours d'improvisation au théâtre pour me libérer un petit peu et pour me sentir un peu plus à l'aise. Et aussi, il y avait aussi forcément de l'insécurité. J'étais dans mon adolescence. Donc, au fur et à mesure, voilà, je me suis construite et j'ai commencé à apprendre ce métier, à rencontrer des gens qui m'ont vraiment inspirée, à apprendre, vraiment à refaire toute ma culture au niveau de la mode. Ton agent, Dominique Savry, que tu viens de citer, elle m'a dit ses parents étaient terrifiés, clairement, que de la laisser partir à Paris, etc. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Ou est-ce que tu comprenais même à l'époque le fait qu'il avait aussi complètement. Ma mère, elle est venue avec moi déjà les premières fois. Et ensuite, on a vraiment créé ce lien aussi avec Dominique qui a fait que j'ai habité chez elle, en fait. Donc, je venais à Paris. Ma mère ne voulait pas que je sois dans les appartements de mannequins. C'est ce qu'il faut le dire, en fait. Les jeunes mannequins qui débutent, souvent, c'est vrai, elles habitent en colocation de mannequins. Avec d'autres mannequins. Ce qui n'est pas forcément en fait, ultra sécurisant. Ce qui n'est pas facile. Je pense que, bon, il y a une sécurité parce que l'agence est quand même derrière. Donc, mais c'est pas facile. En plus, en tant que Française, moi, me retrouver dans un appartement, j'étais pas du tout à l'aise. Et non, c'est vrai que j'ai été privilégiée parce que j'ai retrouvé... En fait, je suis partie d'un cocon familial et j'en ai retrouvé un autre avec mon agent, avec sa fille. J'étais dans un lit superposé avec elle, en fait. Et pendant des années, ça a continué jusqu'à ce que j'ai mon premier appartement, au final. Bravo. Donc, ça a été vraiment mes débuts à Paris, avec mon agent, à apprendre, à faire des castings, à rencontrer des designers. Et après, mon premier voyage à New York. Et justement, tu parlais des castings et du fait que tu les avais réussis. C'est une question bête parce que je pense que quand on ne connaît pas ce milieu-là, on ne sait pas qu'en fait, il y a des façons de faire et il y a un métier qui s'apprend. Ouais. Et du coup, ma question, c'est comment on réussit un casting? Alors, il y a plein de choses. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai été repérée quand j'avais 16 ans. Donc, quand je venais, c'était pendant mes vacances scolaires. Et j'en ai raté plein des castings. Enfin, je veux dire, je pense même qu'en avoir réussi qu'un, en fait, celui d'Azedine Alaya. Et ça a été mon seul job que je faisais chaque saison pendant 2 ans jusqu'à ce que je passe mon bac et que je m'installe à Paris. Ce qui fait que j'en ai aussi raté plein. J'avais pas trop la déception parce que je me rendais pas vraiment compte, etc. Mais quand on arrive en casting... il n'y a pas grand-chose à faire, il faut être soi-même. Au final, on rencontre quelqu'un, des fois on a 3 minutes, des fois même moins, on a peut-être 5, allez, grand max. Et on se présente,
on montre notre book. Et moi, à l'époque, j'avais 3 photos dans mon book. J'avais quelques tests que j'avais faits, mais j'avais pas grand-chose. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est une question de feeling, d'énergie, de chance peut-être aussi, parce qu'au début, on est encore en train de se former, en fait. Et je me souviens, moi, de ce casting avec Monsieur Alaya. Et je me rendais pas... Moi, je n'étais pas au courant que j'avais réussi ce casting. Je me rendais pas du tout compte. Et après, forcément, il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit « C'est bon, tu as été confirmé pour le showroom Azzedine Alaya ». Et moi, je paniquais. Je dis « Mais je sais pas marcher avec des talons. Comment je vais faire ?» Et j'ai tout appris. Je me suis mis à m'entraîner. Je suis allée acheter ma première paire de talons. Il faut savoir que moi, je suis déjà très grande. Et donc, moi, à l'école, c'était plus un complexe que le contraire. Donc, je portais jamais de talons. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et puis après, au fur et à mesure, en faisant ces showrooms, en fait. Donc, ça a été mon premier casting réussi. Mais j'en ai raté plein, il faut savoir. Il faut le savoir. Ouais. Donc, tu parles de ces showrooms, c'est des défilés sans public, si on peut dire. C'est ça. Et puis, assez vite, je crois, un peu avant que tu aies 20 ans, tu vas faire tes premiers défilés en public, notamment pour Issey Miyake, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je parlais de comment réussir un casting, alors qu'on est déjà en plus qu'on est grande, comment on fait pour marcher devant 300 personnes pendant 50 mètres? Alors, moi, j'ai beaucoup de trac avant de rentrer. J'ai vraiment un trac avant de rentrer sur un podium. Mais en fait, bizarrement, à partir du moment où je fais ce premier pas sur le podium, il y a tout qui disparaît, je ne vois plus rien et je suis vraiment très concentrée. Donc il y a un truc aussi de libération où on représente une marque, on a cette fierté et on doit le montrer en fait. Alors forcément, il y a des défilés où on montre un peu plus de personnalité que dans d'autres, où on peut sourire, où on peut un peu avoir je sais pas, une attitude, comme je parlais du show Victoria's Secret. Après, il y a d'autres shows pendant les défilés où c'est beaucoup plus sérieux, on ne sourit pas, on est très focus. Et c'est vraiment ce que je fais en fait, mais beaucoup de concentration. Et puis après, je pense plus à rien en fait. À partir du moment où je suis sur le podium, tout part en fait, et je fais mon truc, aller-retour, et puis voilà, c'est fini. C'est assez rapide au final. On n'a pas vraiment le temps de stresser quand. Ça dure combien de temps? Sur mais entre la sortie de coulisses et le. Je suis même pas sûre mais moins d'1 minute. C'est hyper rapide. Des fois, c'est même beaucoup plus court que d'autres défilés. Et c'est vraiment très rapide. Alors, quand on a 2 looks, 3 looks, c'est plutôt sympa parce qu'on y retourne, en fait. Mais c'est vrai que quand on ressent et que c'est la fin du défilé, on se dit « Waouh, c'est passé trop vite ». Enfin, c'est déjà fini alors qu'on a eu quand même pas mal de préparation avant. On arrive généralement au moins 3 heures avant le défilé pour se faire préparer, pour faire le rehearsal, donc c'est la répétition. Et là, en fait, ça se passe le show en complet, il met peut-être, je sais pas moi, 10 minutes, quoi, pour tout le monde. Les plus longs durent un quart d'heure. Ou un quart d'heure. Mais notre passage à nous, il est même pas d'1 minute, en fait, en aller-retour. Donc c'est hyper rapide. On va en reparler, mais c'est vrai qu'on parlait des premiers défilés, ça allait très vite ensuite. C'est-à-dire que sur ta page modeste.com, qui est la bible de référence pour les professionnels, ça commence en 2013, et puis très vite, il y a peut-être 3 shows en 2013, et puis 10 en 2014, et puis 50 en 2015. Une des marques les plus iconiques pour qui tu as défilé plusieurs années de suite, c'est Victoria's Secret, avec en plus le privilège de rencontrer en direct le chanteur The Weeknd, dont tu as choisi le titre, Starboy. Alors, il est sympa, The Weeknd? Je pense, je veux dire, on a eu ce moment sur le défilé, je ne dirais pas que je le connais au-delà de ça, mais ça a été un moment qui était assez cool en fait sur ce défilé Victoria's Secret, et c'est toujours des bons moments en fait où on partage aussi avec les autres artistes. J'ai rencontré Lady Gaga, que vraiment elle est venue en backstage, on était tous ensemble, il y a eu Taylor Swift, et puis bien sûr, il faut savoir que ce défilé, il a quand même été foulé par les plus grandes top modèles et les plus grandes stars. On a eu Naomi Campbell, Tyra Banks, il y a eu Claudia Schiffer, Gisele Bündchen. Enfin, moi, de me retrouver en tant que Française du sud de la France, c'était à mes 18 ans, donc je commençais à peine, je parlais pas anglais, mon premier casting avec eux, mais je comprends pas, je comprenais pas en fait. Et je me suis retrouvée sur ce défilé que j'ai fait 6 fois d'affilée en fait, et je suis vraiment la seule Française à l'avoir fait, et c'est juste incroyable à vivre. Sincèrement, en plus c'est le défilé où on peut s'exprimer, on rigole, on regarde l'audience, on a vraiment ce vrai jeu en fait, et on a ces ailes qui sont juste incroyables.
que j'ai eu la chance de porter dès ma 2e année, parce que en fait, porter les ailes, c'est vraiment il y a celle qui défile et puis il y a celle qui défile avec les ailes. Voilà, c'est ça. Et je l'ai eu ma 2e année, et c'était vraiment une belle famille, et 6 défilés, 6 ans avec eux, que j'ai vraiment adoré. Le morceau s'appelle Starboy, et c'est un titre qui parle de la célébrité et de ses dangers. Toi, quand est-ce que tu as senti que ton statut changeait et que ta vie changeait? Alors, je pense, au tout début, je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire, j'ai fait les défilés pour Calvin Klein, les Prada, la campagne Prada, etc. Je ne me rendais vraiment pas compte. Et il y a ce jour où je suis partie avec mon agent, justement, Dominique, qui venait avec moi à New York, du coup. C'était vraiment à mes débuts. Et elle m'a dit, viens, on va sur la 5e avenue et tout. Ta campagne Prada, elle est là, elle est sortie et tout. Et on est parti voir cette campagne. Et c'est ma première campagne, en fait. C'est mes premières photos. Et j'étais affichée sur des mètres de hauteur sur la 5e avenue à New York, qui est quand même incroyable. Et je me souviens qu'on a pris une photo devant, et c'était mon bébé Cindy, quoi, en fait, qui commençait à peine. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et je l'ai envoyé à ma famille, enfin, je veux dire. Et après, il y a même des gens qui m'envoyaient des photos. Et ça a été au début aussi où je commençais mon Instagram, donc je commence à avoir des retours des gens. Et là, c'était quand même assez fort, ouais. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Et comment on sait qu'on passe de modèle ou de mannequin à top modèle, pour toi? Je pense que c'est avec la carrière, forcément. Au fur et à mesure, on commence par des défilés. Après, on fait plus de couvertures de magazines. On commence un peu à construire son image. Et je pense qu'à partir du moment où on devient icône de mode, en quelque sorte, et où on représente des marques, et on devient en quelque sorte aussi, on se fait en fait sa propre identité en tant que mannequin. Je pense que c'est à ce moment-là en fait où on devient top modèle. Après, je sais pas du tout parce que c'est pas moi qui juge, mais ouais, quand fur et à mesure en fait, cover après cover, défilé après défilé, on commence en fait à devenir cette image et de représenter des marques. Tu as vécu une succession d'événements assez symboliques dont on parle. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a quand même ce contrat d'exclusivité que tu signes, là encore très rapidement, un jour chez Calvin Klein. Ouais. Et tu es alors la première femme non blanche, pour le dire comme ça, à signer ce type de contrat chez eux. Est-ce qu'au moment où ça t'arrive, tu te dis juste « chouette, c'est un contrat sympa » ou tu captes le côté symbolique du moment? Pas du tout. En vérité, moi, c'était ma première fois à New York. Donc, j'arrive, je fais plein de castings, parce que quand c'est comme ça, on en fait 13 à la journée. C'est vraiment beaucoup de castings. On court de partout. Je me souviens que j'avais quelqu'un pour m'aider à me déplacer un peu dans la ville parce que je ne comprenais pas grand-chose et je ne parlais toujours pas l'anglais. Et du coup, mon agent m'appelle et me dit « t'as confirmé cette exclusivité ». Donc en fait, il faut savoir qu'une exclusivité, ça veut dire qu'on défile pour un seul designer dans une ville. Donc dans chaque ville, on a 4 villes. On fait New York, Londres, Milan, Paris. Et là, donc, j'allais faire qu'un seul défilé pour Calvin Klein. Donc je me dis, waouh, c'est quand même incroyable. Ça veut dire à quel point ils te veulent, concrètement. Voilà, c'est ça. En fait, je deviens leur exclusivité. Et donc, je défile que pour cette marque-là. Donc c'est quand même incroyable. Donc j'étais ah, vous êtes sûre et tout, c'est bien moi. Enfin, en plus, j'étais pas sûre. Et jusqu'au bout, on ne sait pas. On peut être annulé au dernier moment. Enfin, on a toujours cette insécurité, cette incertitude. Et donc, je me retrouve sur ce défilé. Je m'en souviens. Déjà, je me retrouve en backstage avec des top modèles que j'admire, que je regarde. Et je suis là, moi, avec eux, en fait, à New York. Et donc, déjà, je trouve ça incroyable. Je me retrouve sur ce défilé. Et je ne sais pas, moi, que je suis la première fille de couleur à faire cette exclusivité. Je ne m'en rends pas du tout compte. Et avec le recul, en fait, je ne me rendais pas du tout compte du poids et de ce que ça voulait dire aussi. Et je l'ai su après. Et je me suis dit vraiment, en fait, il y a un problème dans l'industrie. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais comment c'est possible? Moi, je suis touchée, je suis honorée, enfin, je suis très contente. Mais ce n'est pas normal. Enfin, il y a un problème quelque part. Et d'ailleurs, ça a été moi, mon déclic, ça a été justement cette fois-ci, qui a été mon premier défilé. Mais grâce à ce défilé, ça m'a ouvert les portes, en fait, de tout plein de magazines, de photographes. En fait, c'est vraiment une exclusivité, ça te présente à l'industrie de la mode et à tous ceux qui en font partie. Et donc vraiment, ça te met dans la lumière. Donc ça m'a permis après d'aller à Londres, d'aller à Milan, d'aller à Paris et de réussir vraiment ma Fashion Week et de défiler pour beaucoup plus de défilés en fait. On ne va pas s'attarder sur le sujet, mais donc on a pointé le côté symbolique de l'événement. Toi, quand on s'est parlé au téléphone avant cette interview, tu m'as dit, donc je ne mesurais pas que c'était pas à ce du moment-là. tout.
On a beaucoup critiqué le manque de diversité dans les défilés de mannequins dans la mode ces dernières années, mais quand même, ces dernières années aussi, il y a quelque chose qui change. Évidemment, oui, il était temps d'ailleurs. Je pense que ça va beaucoup mieux, il y a encore du chemin quand même à faire et tout, mais oui, c'était en 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve que d'être une des premières filles de couleur à avoir cette exclusivité, c'était bien qu'il y avait un manque de diversité. Après, il y a eu la campagne Prada aussi, que j'ai fait peut-être 2 mois après. J'étais la 3e fille de couleur, après Naomi Campbell et Malaika Firth, et c'était aussi en 2013. Enfin, il y avait encore un manque de diversité. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, heureusement. Et même quand je parle de diversité, au final, pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je pense que la représentation, elle ne devrait pas se faire uniquement en tant que mannequin, en fait. Je pense que la diversité, elle doit se retrouver un peu dans toute la partie créative, en fait, de tous les boulots qu'on peut faire, que ce soit les stylistes, les photographes, tous ceux qui se retrouvent, en fait, le behind the scenes, ce qu'on ne voit pas et ceux qui ne sont pas forcément dans la lumière, mais qui contribuent, en fait, à faire de cette industrie une industrie incroyable. Et donc, ouais, je pense que la diversité, elle doit se retrouver là aussi. Autre événement symbolique, on change de sujet. Événement symbolique pour tout mannequin, défilé pour la première fois pour Chanel. Ça t'est arrivé en 2014, je crois. Ouais. Et il paraît que tu as failli louper ce défilé. Pourquoi, Cindy ? C'est fou, j'étais en retard. J'étais en retard au show Chanel. T'es arrivé à l'heure chez Click et en retard chez Chanel. Voilà. Merci. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. J'étais tellement stressée. Je me suis tellement mis la pression pour ce défilé, parce que c'est quand même l'un des plus grands défilés au monde. Je suis française, donc Karl Lagerfeld était encore aux commandes. Ah oui, non, mais c'était un show de fou. Et moi, je me retrouve, et je me réveille pas, en fait. Et c'est Dominique qui me réveille, parce que j'habitais encore chez elle à ce moment-là, dans le lit superposé avec sa fille, et je me réveille pas. Et donc, j'arrive en retard. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que la dame qui organisait du coup tout l'événement me regarde et me dit « Mais je ne pensais pas du tout que tu ne t'étais pas réveillée. Je pensais que tu avais eu un accident de voiture tellement qu'en fait, elle s'est dit « Mais c'est pas possible, elle n'a pas fait ça. Genre, c'est pas pour Chanel, tu vois. » Et donc, elle a cru que j'avais eu un accident, vraiment. Donc, elle s'est limite inquiétée. Après, elle a dû se dire « Mais c'est pas possible, t'as pas fait ça quand même. » Comment se griller dans la mode. Exactement. Autre événement symbolique dans la vie d'un mannequin, qu'on ne mesure pas forcément de l'extérieur, ce moment où, après avoir été dans les pages d'un magazine, tu te retrouves en couverture de magazine. Toi, ça t'est arrivé une quinzaine de fois au moment où on se parle, peut-être même un peu plus. Est-ce que, pareil, quand ça arrive, tu te dis « Ah ouais, ça aussi, c'est un passage un peu important ». C'est très important. Et puis, ma première couverture, ça a été celle du Vogue italien avec Steven Meisel. C'est un des plus grands photographes de mode. C'est un des plus grands photographes du monde. Et en fait, il m'a pris aussi en exclusivité. Donc, pendant 6 mois, j'ai pu shooter qu'avec lui. Donc, c'était aussi à mes débuts, juste après Calvin Klein. Tout s'est un peu enchaîné. Et je me retrouve devant lui à shooter pour ma première cover, mon premier magazine. Et un magazine aussi important, enfin aussi grand. Et ouais, je me souviens en fait le tenir en fait, avoir mon magazine et me voir en couverture et me dire c'est fou. Ça y est. Ça y est. Genre je suis en couverture du Vogue italien. Et ça c'est un très bon souvenir. Après j'ai eu plein d'autres couvertures que j'adore et je les garde toutes. J'ai toutes mes couvertures, j'ai toutes mes parutions. Et j'adore, c'est trop fort. Et ma famille l'achète aussi. Enfin, ouais, c'est un moment qui est très fort. On parlait de toutes les réussites, il y a un truc forcément traumatique pour les mannequins à qui ça arrive. Et tout à l'heure, tu parlais de ce à quoi tu pensais quand tu défilais. Et je me suis dit, est-ce que ça a pu arriver à Cindy ? C'est ce moment où, quand tu défiles... Je pense qu'on va tomber. Voilà. Ah oui, et par exemple, tu as été sur un défilé Victoria's Secret où, 3 minutes avant ton passage, il y a une mannequin qui je ne vais pas le dire autrement, mais qui se vautre complètement. On la voit pleurer au moment de rentrer. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses quand tu marches ? Ah oui, on y pense toutes. Et en plus... c'est horrible et franchement c'est horrible. Je me souviien de ce défilé Victoria's Secret et je me souviens de plein d'autres défilés. Et parfois les robes sont longues et puis ça se prend un peu dans les pieds et tout. Donc c'est un moment où on se sent pas trop bien. Mais je pense qu'on est toutes tombées, où on a un peu un peu trébuché ou quelque chose. Moi ça m'est déjà arrivé et je pense que ça arrive à tout le monde et il faut pas non plus se prendre la tête avec ça. Je pense que ça arrive, tu vois. Mais c'est sûr qu'on y pense. On parle de symboles. Il y a une femme dans ta playlist qui a fait tomber barrière après barrière ces dernières années, jusque dans la mode. C'est Rihanna, dont tu as choisi le titre « Man Down ».
Alors, elle est sympa, Rihanna? Incroyable, je l'adore. Comment tu as rencontré Rihanna, s'il te plaît? Alors, c'était sur des événements. On a fait plusieurs événements ensemble. Et notamment le dernier, en fait, où j'ai été invitée à son dîner de charité, le Diamond Ball. Et c'était à New York. Et j'étais une des seules Françaises aussi à être présente. Et c'était beau, en fait. Déjà, je trouve qu'elle est talentueuse, elle est brillante. Elle a commencé dans la chanson, elle était très jeune. Elle a réussi à devenir cette icône de mode, justement, et à se lancer aussi dans la mode avec sa marque, que ce soit les sous-vêtements, le prêt-à-porter, le maquillage. Elle a signé chez LVMH. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui est brillante et qui a réussi vraiment à changer le game, vraiment. Et en plus de ça, elle est bonne, elle fait des dîners de charité. Enfin, elle a des bonnes valeurs et c'est ce que j'aime de cette femme. Dans quelle mesure elle est un exemple pour toi? Tout ça. En fait, ça te donne envie déjà de pas te limiter, parce que je pense pas qu'elle se limite, et de réussir et de te donner les moyens et de croire en soi. Ouais, je pense que c'est beaucoup ça. Rihanna, c'est quelqu'un qui visiblement et depuis un moment sait très bien où elle veut aller et comment y aller. Toi, est-ce que tu sais où tu seras dans 5 ans? J'ai des idées. Je me visualise parce que je pense que c'est important de le faire. Avec ce métier, en grandissant, j'ai vraiment appris qu'il fallait pas se limiter. Parce que je pense, en grandissant, on se limite un petit peu, etc. Et vu tout ce que j'ai fait déjà, je me dis waouh, j'aurais pas pu penser ça quand j'avais 15 ans. Donc ouais, l'idée c'est vraiment pas de se limiter, de rêver en grand. Et j'ai de grands rêves. Je vais pas forcément parler, mais ouais, non, je me vois à peu près. Après, on verra. Mais oui, j'ai des objectifs et tout, ouais, évidemment. Le titre Man Down de Rihanna, il aborde, sans forcément prétendre être un plaidoyer sur le sujet ou une somme qui suffit à résumer le sujet, mais il aborde le thème des violences et des violences conjugales. C'est une cause que justement, très tôt dans ta carrière, tu as décidé de défendre, notamment en soutenant le réseau Solidarité Femmes, avec quand même une singularité. C'est que normalement, ce qui se passe, c'est qu'on devient connu et ces organismes ou ces associations, elles viennent vous chercher. Est-ce que tu peux nous aider, etc. Et toi, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Presque avant même de devenir connu, tu t'es dit « Ok, je vais aller, moi, leur demander comment je peux les aider. » Ouais, c'est exactement ça. Ça a été... En fait, j'ai toujours voulu aider. J'ai jamais su. Je me suis toujours dit qu'est-ce que tu peux faire. Enfin, je pensais pas vraiment pouvoir aider. Et au fur et à mesure, j'ai eu un peu plus de notoriété. J'ai eu mon Instagram, mes réseaux sociaux, et je me suis dit peut-être que je peux utiliser ça et faire quelque chose. Et je me souviens être allée sur mon ordi et avoir tapé association en France. Et bizarrement, en plus, c'était une cause qui me tenait à cœur. Pourquoi celle-là? Comment ? Pourquoi cette cause-là? Parce qu'on a toujours entendu parler des violences. Je veux dire, moi, j'en ai toujours entendu parler. Forcément, on a tous un proche ou un proche d'eux ou un voisin. On connaît tous quelqu'un qui a vécu des violences, que toute forme de violence, physique, toutes les violences. Et je pense et je voulais faire quelque chose, en fait. Parce que, ouais, ça me tenait à cœur, tout simplement. Et je ne savais pas, et je ne connaissais même pas les associations, bizarrement. Je me suis dit, ça me tient à cœur, mais je ne les connais pas. Et je suis allée regarder sur Internet, et donc je suis tombée sur la Fédération nationale Solidarité Femmes. Je leur ai envoyé un mail, mais vraiment, je ne savais pas trop ce que je faisais. Mais j'ai dit, bonjour, je m'appelle Cindy, est-ce que je peux vous aider ? Je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Au final, ils sont revenus vers moi, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice, et on a commencé à parler, à brainstormer un petit peu, et ils n'avaient pas d'Instagram, donc on a créé leur Instagram. On a commencé en fait un peu comme ça, et au fur et à mesure, on a eu plusieurs actions et plusieurs projets, et on est encore en train d'y travailler. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je défends la cause. J'en parle. La première année, j'en ai pas vraiment parlé parce que c'était très personnel, et je voulais beaucoup apprendre aussi des associations. Donc j'ai rencontré le numéro d'écoute, le 3919. J'ai rencontré les associations, j'ai posé pas mal de questions, et j'ai vraiment été comme une éponge en fait. J'ai beaucoup appris, et au fur et à mesure, j'ai connu le sujet, j'en ai parlé, j'ai utilisé mes réseaux en fait, et je me suis investie sur des projets avec eux. Et ça me plaît en fait, c'est tellement beau ce qu'ils font, ils font un travail. Ouais, il faut rappeler, si vous êtes victime d'eux, il faut appeler le 3919. Exactement, oui. On va changer de sujet. Et pour ça, on va s'écouter un autre titre que tu as choisi, un titre qui a marqué l'histoire de la musique, c'est NJ des Rolling Stones.
Alors, je vais te poser la même question relou. Il est sympa, Mick Jagger? Oui, et il était à mon anniversaire, ce qui était assez surprenant en fait, parce que, Tu l'as même pas invité. je ne l'ai pas invité. Et il a été un plus un en fait. Il est venu avec un de mes invités et il m'a souhaité mon anniversaire. On s'est dit bonjour, on s'est fait la bise et j'étais très 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 surprise. C'était quoi pour toi les Rolling Stones ou Mick Jagger avant de rencontrer Mick Jagger? C'est la base. Enfin, je veux dire, de l'avoir à mon anniversaire. Ouais, c'est ces rencontres en fait qu'on n'explique pas et qui se font et tu te dis mais la vie est très surprenante. C'est une des chansons d'amour qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle. Je vais évidemment pas te demander si tu es amoureux en ce moment, de qui, de quoi, ni rien. Mais juste une question, est-ce que c'est simple quand on est mannequin et qu'on travaille sur 4 villes différentes, plus des pays où on va faire des shootings, est-ce que c'est simple d'avoir une vie amoureuse? Non, c'est compliqué, mais c'est pas juste amoureux, c'est une vie privée, une vie perso, parce qu'au final, on donne beaucoup d'énergie à ce travail, on voyage beaucoup, on est loin de sa famille, on est loin de ses proches. Même au niveau des amitiés, ça peut être compliqué. Moi, j'ai des copines toujours du sud de la France que j'essaie de voir au maximum et entretenir aussi nos relations. Mais quand on voyage et quand parfois, j'ai une de mes copines... Une fois, je ne l'ai pas vue pendant 1 an, en fait, et on est restés super proches et tout. Mais c'est tous ces voyages, c'est cette vie, en fait, qui fait qu'on a beaucoup moins de temps, mais qu'il faut essayer de s'organiser pour donner du temps un peu à tout le monde et passer des moments avec ses proches. Donc, dans la vie amoureuse, c'est un peu la même chose, en fait. Je pense que ça peut être compliqué, oui. Est-ce que tu dirais que ta vie, elle est simple en ce moment? En ce moment, je dirais pas simple. Mais je suis tellement reconnaissante et j'aime tellement ce que je fais en fait que je suis en paix en fait et j'adore ce que je fais. J'ai une super équipe à mes côtés. Je vis ma best life comme on dit et je suis très heureuse. Je te posais aussi la question, c'est une transition un peu pourrie, parce que la vie simple c'était le thème d'une autre chanson qui a marqué pour toujours le patrimoine musical français et que tu as choisi. C'est La Bohème de Charles Aznavour. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Comment tu l'as rencontré, Charles Aznavour? À un dîner pour le Vogue Paris. Et oui, ça fait partie de ces célébrités, de ces chanteurs que je pensais absolument ne jamais rencontrer. Et c'était assez surprenant aussi et j'ai adoré. Et pourtant, il y avait plein de célébrités à ce dîner-là. Et bizarrement ou pas, au final, c'est lui qui m'a le plus marqué et j'étais trop fière. Là, ce que je trouve marquant, c'est que Charles Aznavour va aux soirées du Vogue Paris. Ouais, c'est vrai. Charles Aznavour, c'est quelqu'un qui s'est construit entre 2 pays, la France et l'Arménie. Toi, je l'ai dit, tu es né en France, de parents italiens et congolais. Tu as vécu à New York. Aujourd'hui, tu travailles un peu partout dans le monde. Tu as des amis qui eux-mêmes viennent d'un peu partout. C'est où chez toi aujourd'hui, Cindy? Là où mes proches sont, et un peu partout, et New York et un peu Paris. J'ai pas vraiment d'endroit. Je suis beaucoup dans les aéroports. Enfin, j'étais avant cette pandémie. C'est Roissy chez toi? C'est ça. Et c'était beaucoup de voyages. Donc il faut dire que c'est vrai que d'être revenue en France, d'avoir passé aussi ce confinement avec ma famille et tout, ça m'a fait du bien dans le sens où je suis retournée dans mon pays, j'ai pu passer du temps avec mes proches et me recentrer en fait. Donc je sais pas où j'habite, je suis un peu partout. Mais sinon, chez moi, c'est quand même dans le sud ou avec ma famille. J'ai vu ce que font plus d'1 million de gens dans le monde. J'ai parcouru ton Instagram. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, là où c'était le plus simple pour toi d'être toi, c'est quelque part près d'Auxerre, dans l'Yonne, 89, là où, je crois, habite ta sœur. Oui. C'est ça, les images qu'on voit, c'est là-bas ou pas? C'est là-bas, oui. Qu'est-ce qui se passe à Auxerre? Chez ma sœur. Après, ça fait 1 an et demi qu'elle habite là-bas, mais avant ça, elle était dans le sud, donc elle bouge un peu partout. Mais ouais, non, c'est près de mes proches. J'ai passé le confinement chez ma sœur. On est 2, on est très, très proches. C'est ma sœur, quoi, je l'aime trop, donc je passe des bons moments en famille. Là, c'était avec mes cousines aussi. Et c'est des moments de joie. Dans ce jardin, on t'a vu danser, passer la tondeuse, aussi. boire du champagne, faire beaucoup de choses.
Est-ce que c'est là qu'en ce moment, tu es la plus heureuse? Ah, clairement, ma sœur, elle a 2 enfants, donc je suis avec mon neveu, je suis avec ma nièce. Je suis trop bien, je suis en paix, en fait, ça fait du bien. Après, j'adore les voyages, j'adore ma vie et tout, mais je me recentre, en fait, quand je suis avec mes proches. Ta sœur, on peut le dire, c'est la femme du footballeur Michael Le Bihan, oui, qui est actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec Auxerre, du coup. Tu es amie aussi avec Mbappé, Verratti, Neymar, tu as des origines italiennes et congolaises, un passé américain. Du coup, question fondamentale, quand viendra la Coupe du Monde 2022, qui tu soutiendras? C'est une question, ça? C'est vraiment possible de... C'est une question que je te pose, en tout cas. Ah, bah la France, évidemment. Sans hésitation? Mais oui, j'étais en Russie déjà et tout, j'ai vu tous les matchs, je kiffe, bah, bien sûr, évidemment. J'ai une dernière question. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, si tu as autant travaillé, autant de défilés, de pubs, de couvertures, de magazines depuis 7 ans, c'est notamment parce qu'aux yeux du monde, et c'est une évidence que de le dire, tu es très belle. À tes yeux, à toi, Cindy, être beau, ça veut dire quoi? Avoir un bon fond. Je veux dire, ouais, c'est beau de l'intérieur et ça resplendit à l'extérieur. Je pense que c'est ça, en fait. Quand on rencontre des gens, parfois, et franchement, j'en ai rencontré un bon paquet, et des fois, des gens qu'on admire et qu'on les rencontre et ils ont de mauvaise énergie et ça passe pas, et en fait, ils deviennent plus beaux. Au final, on les voit pas pareil. Donc, ouais, des bonnes valeurs, d'être bon, quoi, tout simplement. Ça paraît un peu kitsch et bateau, mais c'est vrai. C'est qui la plus belle personne que tu as vue? Ma mère. Elle est magnifique, ma mère. Merci, c'est une très bonne conclusion. On va se quitter avec un dernier clip. Burna Boy, On the Low. Pourquoi ce titre, Cindy? Mais parce que c'est tous mes étés, ça. C'est l'été, c'est mes copains, c'est mes potes, c'est des bons souvenirs. Merci beaucoup, Cindy Bruna, d'être venue. Merci. Sans promo, il faut le dire. Merci beaucoup. On rappelle, Solidarité Femmes au 3919. Vous pouvez aussi aider l'association C'est que du bonheur, dont tu es aussi partenaire, qui enjolive la vie des enfants hospitalisés. Merci beaucoup, Cindy. Merci. À très bientôt. À bientôt. Big Smosa.